Bonjour à tous. Je suis Jean-Robert Tupoka, comme vous connaissez, pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, je vais encore continuer de vous parler au nom de l'Institut de LPL-COP de la planification sanitaire. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une problématique, un thème, si vous voulez, que nous avons déjà abordé. Il s'agit du contexte. Il s'agit du contexte. Nous allons voir donc plus précisément comment cette composante, le contexte, comment on le planifie, comment on le suit, comment on l'évalue dans le cadre d'un programme de santé. Alors, d'ores et déjà, il est bon de signaler que le contexte représente un ensemble de déterminants susceptibles d'influencer une situation donnée et plus précisément l'état de santé des populations. Il s'agit, le contexte, donc, d'une étape essentielle dans le cadre du montage initial d'un projet ou d'un programme. Mais aussi, il est particulièrement intéressant pour l'avenir du dit programme. Le contexte fait partie de la phase de diagnostic d'un programme de santé. Je rappelle qu'un programme de santé a 3 phases. La phase de diagnostic, la phase de programmation et la phase d'implantation. Et comme vous pouvez voir donc le sens de la flèche, le contexte fait partie de la phase de diagnostic. Laquelle phase de diagnostic, en plus du contexte, a 2 autres composantes. Le problème de santé en question et les besoins qu'on peut avoir, n'est-ce pas, en matière d'intervention. C'est ça, les éléments qui forment. Mais pour aujourd'hui, nous nous intéressons davantage à la composante contexte, donc, qui fait partie de la phase de diagnostic. Alors, les analyses pertinentes, c'est pour ça que nous présentons, les analyses pertinentes donc, du contexte, des contextes, donc, font souvent cruellement défaut. C'est-à-dire les gens soit ne s'intéressent pas, soit tout simplement essayent de le faire de façon à la va-vite, ce qui est susceptible de poser un certain nombre de problèmes. Par exemple, il est réputé que un défaut d'analyse pertinente du contexte est susceptible de pénaliser gravement les actions que l'on souhaite mettre en route. C'est pour cela qu'on dirait que la compréhension exhaustive d'un contexte donné est indispensable pour le futur et doit de ce fait être donc pris très au sérieux. Donc, pour conclure sur cet élément, cette introduction, si vous voulez, cet élément d'introduction, c'est de dire la compréhension du contexte est un élément fondateur d'un bon programme. C'est peut-être évident de le dire, mais reconnaissons que régulièrement, les gens ne prennent pas tout cela tellement en compte. Voilà. Alors, nous avons parlé du contexte comme
un ensemble de déterminants. Je dirais donc que le contexte comporte, d'où le sens de la flèche, et englobe, n'est-ce pas, l'ensemble des déterminants qui influencent une situation donnée, et en particulier la santé des populations. Alors, ici, il est question de qualifier. Donc, s'intéressant au contexte, il est question donc de qualifier et de comprendre l'environnement des populations dans lequel les actions identifiées seront implantées. On ne peut pas, logiquement, aller commencer à implanter un programme de la santé en faisant fi de cette problématique qui consiste à bien comprendre l'environnement des populations. Autre chose très importante, j'ai envie de dire que le contexte, nous avons déjà dit que c'est une composante d'un programme de santé, c'est une composante clé. Pourquoi on dit que c'est une composante clé? C'est que dans la réalité, un programme de santé, comme je l'ai dit tout à l'heure, est divisé en 3 phases. Il y a la phase diagnostic, la phase de programmation et la phase d'implémentation. Chacune de ces phases comporte 3 composantes. Ça fait au total 9. La composante diagnostic, je le rappelle, aura pour composante à l'intérieur le contexte, le problème et, disons comme ça, les solutions, soit les interventions. La phase programmation aura aussi 3 composantes qui se déclinent comme suit. Il y a les objectifs, il y a les activités et il y a les ressources. Et enfin, il y a la phase d'implantation qui a aussi 3 éléments qui sont constitués des effets, de suivi et d'évaluation. Alors, pourquoi le contexte est décliné et présenté comme une composante clé? Parce que, quelle que soit la phase, quelle que soit la composante, ou tout au moins les 8 autres composantes, outre que le contexte influence sur toutes ces composantes. C'est pour ça qu'on dit que c'est une composante clé. Donc, si la composante contexte n'est pas maîtrisée, il est clair que le programme de santé aura beaucoup de difficultés. Parce que ça sera difficile d'aborder une composante, les 8 autres composantes, sans se référer à la composante contexte. Alors, chercher à comprendre le contexte, chercher à maîtriser le contexte, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une perte de temps. Bien au contraire, c'est un investissement. C'est un investissement parce qu'encore une fois de plus, les analyses pertinentes de contexte qui font généralement créer défaut sont susceptibles donc de pénaliser les actions que l'on en envisage. Et la compréhension exhaustive d'un contexte donné va être indispensable pour le futur et doit être considérée donc
comme un investissement et non comme une perte de temps. Par ailleurs, c'est une évidence que de le dire, une bonne description du contexte pourrait d'ailleurs constituer un excellent documentaire donc, sur le territoire concerné, n'est-ce pas, par votre action, par votre programme ou projet de santé. Alors, parlons, il faut que ce soit clair. Comprendre un contexte, bien le cerner, bien le maîtriser, bien le baliser, il n'y a pas deux manières de le faire. Pour bien le faire, on doit disposer des données. Et pour avoir des données, il faut les collecter. Ça, c'est connu. Donc, on dira que la compréhension du contexte commence avant même le démarrage du programme, avec une collecte d'informations qualitatives et quantitatives. Lesquelles informations, donc, vont permettre de dresser un tableau de la situation territoriale, n'est-ce pas, concernée. Et pour ça, il ne faut pas omettre les informations logistiques, les informations administratives nécessaires qui pourront être en tout cas nécessaires au programme. Ici, il est question de retenir les informations pertinentes. Vous savez, généralement, on se retrouve avec un flot d'informations et parfois on s'y noie et puis ça devient très compliqué. Donc, il s'agit de retenir les informations pertinentes qui sont par ailleurs jugées importantes pour comprendre l'état de santé d'une population. La description des informations, la description de ces informations, il faut les décrire bien sûr, mais elle doit être assortie d'une analyse. Cette analyse donc permet de donner du sens aux données recueillies. Ça permet de porter un jugement. Donc, il faut avoir conscience qu'il correspond donc à des grilles de lecture souvent implicites. L'important sera alors de rendre les analyses explicites pour les autres. Ça, c'est très important. Bref, il faut mettre de l'intelligence derrière les chiffres. Et ceci est un passage obligé pour partager l'information. Ce partage sera facilité, par ailleurs, si les informations du territoire concerné sont données en les comparant avec celles d'un autre territoire, n'est-ce pas, où le territoire va un peu être pris à titre de référence. Alors, une partie importante, on pourra y revenir, une partie de ces informations pourra être synthétisée sous forme d'opportunités, de contraintes ou tout simplement de conditions critiques. Nous allons toujours évoquer ces différents aspects dans cette introduction. Alors, l'autre chose qui est importante de le savoir, lorsque j'engage un projet, j'ai besoin de connaître très bien le contexte. Nous l'avons déjà dit. Sauf que, entre le moment où je finalise mon programme, mon projet, la planification de mon projet, et le moment où je l'implante, il se passe un temps. Vous avez imaginé que durant ce temps, le contexte ne pourra pas, les déterminants, en tout cas, certains déterminants ne pourront pas rester statiques. On dit pour cela que, n'est-ce pas, un contexte est dynamique. Il est dynamique, il est évolutif. Donc, le contexte étant dynamique, notre connaissance doit s'enrichir régulièrement.
Cela se fait souvent dans la pratique, mais il reste la plupart du temps dépendant de quelques personnes, car ces évolutions ne sont pas toujours formalisées. Le suivi explicite du contexte fera partie intégrante du suivi du programme. Et tout ceci via des indicateurs pertinents mis en place, mais aussi à travers le descriptif des conditions environnementales. Descriptif des conditions environnementales. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire, toujours concernant cet aspect dynamique? C'est que ces évolutions permettent de s'adapter et de prendre des mesures adéquates pour un programme de santé. S'allier avec des nouveaux partenaires, par exemple. Pour les programmes innovants, donc, je disais que pour les programmes innovants, le suivi du contexte fait partie des processus qu'il faut documenter. L'écrit, là encore, va tenir une place essentielle et sera fondamental à prendre en compte quand on parlera de reproductibilité d'un tel programme. Alors, outre cet élément, dans cette introduction, j'ai envie de parler de la participation communautaire. Pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on veut engager un programme de santé dans un territoire donné, il est bon de préparer le futur. C'est quoi préparer le futur? Ça va consister donc dans le programme, au moment de la planification dans le programme, de recueillir et de tenir compte des opinions locales, des opinions territoriales, appelons ça comme ça. Donc, en effet, lors de la phase de mise en œuvre d'un programme, le contexte initial sera bien entendu à prendre en compte, ainsi que les évolutions éventuelles qui auront été les siennes. L'implantation ou la mise en œuvre se faisant en règle générale à distance de l'analyse initiale et pouvant nécessiter un ajustement. Inversement, la phase d'implantation permettra de mieux affiner notre connaissance du contexte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, la maîtrise du contexte, c'est un exercice continu. Chaque jour, on doit s'intéresser de le suivre, ne pas pour être au fait des évolutions. On l'a déjà dit. Alors, tout ceci n'est pas seulement important pour initier un programme, mais elle contribue aussi à identifier des éléments du futur incontournables, mais elle contribue aussi à identifier les éléments du futur, disais-je, incontournables dans une perspective de pérennisation. Alors, à titre d'exemple, on dira que la connaissance des dynamiques et des formes d'organisation locale qui pourront constituer des supports pour un programme et la reprise de celui-ci. Enfin, parler de participation ou d'approche communautaire, c'est bien évidemment commencer par écouter ceux qui vivent les situations au quotidien, ceux qui connaissent l'historique territorial, les processus engagés, les programmes déjà tentés, les succès, les échecs, etc. Donc, on ne peut pas inventer tout ça à partir d'un bureau dans la capitale. Il faut aller auprès des populations et recueillir les opinions. On parle de participation, donc il faut intégrer la participation communautaire. Nous pourrons revenir sur ce concept dans le cadre d'autres vidéos.
Alors, les facteurs, il existe en ce qui concerne les déterminants. Il y a un certain nombre de déterminants, nous allons y revenir, mais il existe aussi d'autres facteurs, n'est-ce pas, qui sont particuliers. Mais avant de revenir sur ces facteurs particuliers, il est important pour nous d'insister sur la notion de déterminant. Alors, lorsque je parle de déterminants, c'est-à-dire le contexte comme un ensemble de déterminants, il faut savoir qu'au nombre de ces déterminants, on en a d'une bonne variété. Nous avons les déterminants de la politique de santé et du système de soins. Ça, lorsque je veux intervenir comme expert pour maîtriser le contexte dans le cadre d'un programme de santé, dont la planification m'est confiée, je dois m'intéresser aux déterminants de la politique de santé et du système de soins. Nous allons y revenir. Il faut s'intéresser aux déterminants politiques et réglementaires. Parce que parfois, il y a des programmes dont le contexte juridique, politique n'est pas favorable. Et si on ne le sait pas, on va s'engager et on va aller droit vers l'échec. Il y a les déterminants anthropologiques, il y a les déterminants historiques, il y a les déterminants sociologiques, mais il y a aussi également les déterminants économiques. Et là, ces grands déterminants peuvent en cacher d'autres. Et ce sont ces autres-là que je me suis permis dans cette présentation d'appeler des facteurs particuliers ou alors, si vous voulez, les déterminants particuliers. Ces déterminants particuliers, qu'est-ce que ça peut regrouper? Ça peut regrouper des facteurs culturels, ça peut regrouper la question de partenariat, des droits de l'homme, de pérennisation, ainsi de suite. Pourquoi engager un projet si on a vraiment le sentiment qu'à la fin du projet, tout va s'arrêter? Ça ne sera pas durable. Donc, il faut intégrer ces différentes préoccupations. Nous y reviendrons donc très longuement. Alors, les conditions critiques. Les conditions critiques, c'est quoi? Ce sont des éléments sine qua non du contexte qui sont en lien avec le programme potentiel. Ces conditions critiques correspondent aux conditions à remplir impérativement, faute de quoi un programme ou une activité ne pourront pas être mis en place. Donc, voilà. Et la formulation des conditions critiques donc, permet aussi d'énoncer de manière explicite les exigences vis-à-vis d'un programme indispensable pour répondre donc, à un processus de qualité. Voilà ce que je voulais vous dire concernant cette introduction par rapport au contexte. Nous avons, pour nous résumer, nous avons défini ce que c'est qu'un contexte. Nous avons vu de quoi il est constitué. Nous avons expliqué pourquoi il est important de le faire. Nous avons dit comment nous devons le faire. Nous avons également insisté sur les précautions à prendre si nous voulons bien le faire. C'est en cela que nous avons parlé de dynamique et de participation communautaire. Maintenant, nous allons nous intéresser à un premier élément très important, à savoir la planification du contexte. La planification du contexte. Chacun aura compris que parler de planification du contexte est un abus de langage. On ne planifie pas un contexte.
en réalité, ce qu'on fait, on s'appuie sur les éléments de contexte pour planifier un programme de santé. Ça, c'est très important. On ne planifie pas le contexte, mais on utilise les éléments du contexte. On s'appuie sur les éléments de contexte pour planifier un programme de santé. Alors, cet exercice, disons comme ça en introduction que lorsque je m'intéresse à un programme à mettre, à implanter dans un territoire, nous avons déjà beaucoup insisté là-dessus, j'ai l'obligation de bien cerner le contexte. Lequel contexte va avoir un certain nombre d'éléments susceptibles de m'aider ou de me freiner. On parlera d'opportunités, on parlera de contraintes, ainsi de suite. Et ces éléments-là peuvent être de plusieurs natures. Aller très loin, n'est-ce pas, et ne pas se limiter seulement dans le contexte, dans le domaine de la santé, mais autour des autres éléments de santé. C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette présentation. Alors, il faut, lorsque vous avez la charge comme expert de planifier un projet, un programme, il faut aller sur le territoire, chercher à cerner le contexte. Et vous devez savoir que le contexte peut être politiquement favorable ou défavorable. On parle donc, vous devez vous intéresser aux déterminants politiques et réglementaires. Alors, dans les déterminants politiques et réglementaires, qu'est-ce que je vais regarder? Qu'est-ce que je peux regarder en tant que planificateur? Qu'est-ce que je peux regarder de près pour voir, pour faire le point, pour comprendre son état? Voir si je peux y tirer un quelconque profit ou alors des aménagements à faire pour contourner des obstacles qui peuvent y être. Alors, dans ce domaine, on va donner quelques exemples. Hein. Je vais regarder sur le territoire quelque chose, par exemple, la politique sociale et familiale, le caractère plus ou moins centralisé de l'administration et de l'organisation, la décentralisation, la déconcentration, la sectorisation et tout ce que vous voulez, le choix et les orientations prioritaires des élus ou des représentants politiques dans le territoire. Je suis en train d'étudier comme ça, de regarder comme ça les éléments, n'est-ce pas, les déterminants politiques et réglementaires. Pour être plus clair encore, les déterminants politiques et réglementaires, lorsque je m'intéresse au contexte dans la perspective de la planification d'un programme de pensée, je dois collecter les données, puisque nous n'oublions jamais. Nous allons collecter les données autour donc de la politique sociale et familiale, les données ayant le caractère le plus ou moins centralisé. En tout cas, on va voir l'organisation administrative, ainsi de suite, l'organisation sociale. Le choix et les orientations des priorités des élus, les députés qui sont là, les maires, ainsi de suite, quelles sont leurs priorités, ainsi de suite. Il faut collecter ces informations-là. Les moyens d'information des populations, comment les populations informées, les aides internationales, est-ce qu'il y en a, la structure de planification, de décision et de mise en œuvre de contrôle, ainsi de suite, qu'est-ce que le territoire prévoit, les textes de loi, la réglementation en vigueur, la situation des droits de l'homme, on y reviendra, et on sera particulièrement vigilant sur cet aspect concernant donc les droits de l'homme. Voilà, comme ça, rapidement présenté un certain nombre de données, d'informations que je dois collecter dans la perspective de la planification d'un programme et qui concerne les déterminants politiques et réglementaires. Alors,
L'autre déterminant, c'est ce que nous avons appelé ici les déterminants sanitaires. En fait, il s'agit plus précisément de quoi? Des déterminants de la politique de santé et du système de soins. Ça, je dois créer un outil, on pourra y revenir dans le cadre d'autres vidéos, créer un outil qui me permet de collecter des informations qui concernent ces éléments. De manière précise, quels sont les éléments en tant qu'expert que je dois collecter? Je dois collecter les données concernant la politique de santé, ça c'est très important, les services. Quand je collecte sur les services, je m'intéresse à leur accessibilité, leur utilisation, leur couverture. Les secteurs publics, le secteur privé, le personnel, la démographie médicale, la formation, l'organisation professionnelle, la médecine générale et les spécialités, l'équilibre soins curatifs préventifs, est-ce que sur le territoire, qu'est-ce qui est prédominant, la médecine traditionnelle, rôle, fonctionnement, les activités de promotion de la santé en cours ou déjà menées, etc. Lorsque je collecte toutes ces informations, je les analyse pour ressortir toujours ce qui peut être une contrainte, ce qui peut être une opportunité, ainsi de suite. Et ce sur quoi je n'ai pas beaucoup insisté, c'est pour éviter les programmes redondants. Ainsi de suite, lorsque on étudie ce contexte. Il y a maintenant les données anthropologiques, les déterminants anthropologiques. Ici, il est important, lorsqu'on étudie le contexte et qu'on s'intéresse aux déterminants anthropologiques, de regarder les traditions, les coutumes, les comportements face à la vie, la reproduction, la mort, etc. Les représentations de la santé et de la maladie. Comment les gens se représentent la santé et la maladie sur le territoire en question. Les croyances au rite particulier, la présence de médecine traditionnelle, etc. C'est autant d'éléments qu'il faut collecter. S'il y a une information pertinente, il est bon de le mettre en évidence lorsque on planifie le contexte. Les déterminants socio-historiques, appelons ça comme ça, mais il s'agit plus précisément des déterminants historiques et sociologiques. Alors, ici, l'expert, au moyen de son outil qu'il aura préparé à l'avance, va collecter les données qui ont trait à l'histoire des groupes sociaux, les événements marquants sur le territoire, l'organisation des réseaux sociaux et familiaux, le niveau de scolarisation, l'instruction, le taux d'analphabète, le type de logement, habitat collectif, individuel, les activités, qu'est-ce qu'on y fait, les modes de relation et de communication, l'existence d'associations ou de groupes informels, politiques, religieux et ethniques, les conditions de travail et les modes de vie, les attitudes face au système de protection sociale, de soins, etc. Voilà en ce qui concerne ce type de données. Les données qui pourront se révéler très importantes lorsque on s'engage dans le travail de planification. Ça, c'est les éléments qui viennent du contexte. Les ignorer, ça peut être fatal. On ne le dira jamais assez. Les déterminants économiques. Ça aussi, on ne peut pas logiquement s'engager dans un programme, dans un projet de santé en faisant fi des déterminants économiques. Et pour ça, il y a des données spécifiques qui méritent d'être collectées et d'être analysées. Par exemple, les données relatives à la politique économique, à la situation de l'emploi et du non-emploi, aux revenus et au coût de la vie, aux professions et catégories socio-professionnelles, aux activités et ressources locales, à la consommation,
etc. Toutes ces données peuvent se révéler très importantes lorsque on s'engage dans la planification d'un programme de santé. C'est les éléments du contexte. Il y a les déterminants démographiques. Peut-être il aurait fallu commencer par là. Alors, les déterminants démographiques, ici, vous, en tant qu'expert, cherchant à maîtriser, à cerner le contexte dans la perspective de la planification d'un programme, vous serez intéressé de collecter les données relatives au mouvement de population, au nombre d'habitants, ainsi que la notion de densité, la répartition par âge, par sexe, la natalité, la fécondité, la mortalité, l'immigration, etc. C'est autant de données en fonction de l'ampleur du programme. Hein, pour tous ces types de déterminants, vous ne perdez rien, n'est-ce pas, à vous associer les compétences d'un expert. Alors, les déterminants, dernière catégorie, l'autre catégorie, il faut s'attendre, c'est les déterminants relatifs liés à l'environnement physique. Plus précisément, il s'agit des déterminants géographiques, écologiques, n'est-ce pas? Donc, ils sont liés à l'environnement physique. Ici, dans une perspective de planification, vous devez vous intéresser donc aux données de topographie du territoire, données du climat, données de richesse naturelle, le caractère urbain ou rural du territoire, les moyens de transport et de déplacement, les principales voies de circulation, les types d'habitat, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les cours d'eau et tout ce que vous pouvez imaginer. Voilà pour, nous en avons combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà pour les 7 catégories de terminants que je qualifierais de classiques qu'il faut connaître pour mieux dompter le contexte et ainsi faciliter la planification du programme et son avenir. Outre donc ces catégories classiques, on a ce qu'il est convenu d'appeler les facteurs particuliers. J'en avais déjà parlé là, où j'avais parlé des déterminants culturels et de partenariat. Alors, à ce sujet, il faut dire que l'ignorance en ce qui concerne la compréhension nécessaire de la culture est susceptible de conduire le programme de santé à l'échec. Voire, il peut entraîner des effets pervers. C'est pourquoi, sans vouloir devenir des anthropologues, ainsi de suite, il est bon de faire appel à leurs compétences pour éviter de répéter dans les mêmes erreurs classiques. L'apport des sciences sociales est essentiel pour améliorer la qualité du programme. N'est-ce pas? Il aide à apporter, n'est-ce pas, des éclaircissements importants. Il en est de même du partenariat. La connaissance du contexte. La connaissance du contexte passe par la connaissance des acteurs et des réseaux en présence, n'est-ce pas, qui opèrent sur le territoire. Il faut les identifier, il faut les qualifier. Ceci suppose aussi une analyse du paysage local qui puisse permettre de s'inscrire dans des dynamiques qui existent déjà et d'éviter de créer des modes d'organisation artificiels. Donc, ça, on ne le dira jamais assez. Hein.
vous êtes en train de planifier un programme, vous avez l'idée de planifier un projet de santé, il est bon de savoir ceux qui sont déjà sur le territoire, ceux qui sont déjà sur le terrain, ce qu'ils font, pour encore une fois de plus, d'éviter des conflits de compétences plus tard, ou même tout simplement des doublons. Tout ceci, c'est aussi pouvoir identifier les capacités de développement en termes organisationnels, ce qui n'est pas sans effet donc, sur la gestion, sur la question de la pérennisation. Donc, acteurs, réseaux, n'est-ce pas, locaux, tu comprends, quand je parle souvent des réseaux, hein, je fais référence comme ça aux professionnels, je fais donc référence comme ça aux professionnels, aux autorités nationales ou territoriales, les bailleurs, ainsi de suite. Donc, il faut tenir compte, il faut trouver des interfaces satisfaisantes pour construire des partenariats productifs. Cela n'est possible que si on a une bonne connaissance du contexte et qu'on utilise donc ça à son avantage dans le cadre de la planification des programmes de santé. Autre élément très important concernant ces facteurs que nous avons appelés les facteurs particuliers, les facteurs spéciaux, c'est la pérennisation, mais c'est aussi les droits de l'homme. Alors, un petit mot concernant la pérennisation pour dire que la question de la pertinence, de la pérennisation d'un programme en fonction des diverses catégories, dont celles liées directement au programme, ne sont pas pour toutes les informations, toutes les interventions, ou n'est pas réalisable. En tout état de cause, la pérennisation se prépare au plus tôt et se bâtit tout au long du déroulement du programme, grâce à l'identification des facteurs qui lui seront favorables. Nous reviendrons naturellement sur cette question de pérennisation. Maintenant, en ce qui concerne les droits de l'homme, nous allons dire que le statut des droits de l'homme est un des déterminants à prendre en compte dans l'analyse d'une situation donnée. Il s'évalue en fonction de quelques critères. Il y a, grosso modo, les atteintes directes à la santé, on a les cas de violation des droits de l'homme ayant des répercussions sur la santé, l'absence de liberté de parole, non-accès à l'éducation, l'absence de liberté, etc. Il y a également les politiques existantes, mais non appliquées ou défavorables à la santé des personnes. Tout ça, nous devons être curieux de collecter les données autour lorsque ça existe et voir à terme ce que cela peut avoir comme impact sur le programme de santé que nous envisageons. Alors, le dernier élément relatif aux droits de l'homme que je peux citer, c'est tout simplement l'absence d'une politique de santé responsable. Par exemple, le refus à ce niveau de reconnaître un problème de santé, pourtant il est là. Donc, tout ça, c'est des éléments. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et pour bien conclure, et j'avais commencé par là, toutes ces choses vont nous permettre de mettre en évidence les opportunités que le programme que je prévois, l'expert entrevoit de, on va dire, de planifier, des opportunités qui sont capitalisables sur le territoire, mais aussi les contraintes à prendre en compte et qui doivent être à terme assorties d'un certain nombre d'ajustements, sauf lorsqu'on est en condition critique, comme nous l'avons dit dans le cadre de l'introduction à cette présentation. Voilà ce que je voulais vous dire concernant donc la planification du contexte, ou alors, ou mieux, la connaissance du contexte en vue, n'est-ce pas, de la planification d'un programme. Maintenant,
intéressons-nous au suivi. Donc, il y a un élément là qui nous échappe, on y reviendra certainement. Le suivi. Nous avons compris que lorsqu'on m'appelle, lorsque une organisation non gouvernementale fait appel à mes services pour suivre un contexte, il est bon, il est naturel disais-je, que je reprenne quasiment les mêmes éléments que j'ai, les mêmes déterminants que j'ai utilisés lorsqu'il était question de faire la planification. Donc, il faut que je suive les déterminants politiques. Alors, je disais donc qu'il faut suivre les déterminants politiques. Nous avons eu à le dire dans une vidéo d'introduction au suivi. Le suivi, tout comme la planification, lorsqu'on parle du contexte, ça a besoin des données. Et donc, lorsque je suis les déterminants politiques, ce qui va faire la nette différence entre la planification et le suivi, c'est au moment du suivi et concernant les déterminants politiques et réglementaires précisément, je suis quoi? Alors, je fais ma grille de collecte, je dois collecter, n'est-ce pas, comme ça, les données relatives aux changements survenus quand, comment dire, les changements, n'est-ce pas, ou les évolutions en ce qui concerne les politiques de santé. L'autre chose qui est importante de regarder, lorsqu'on regarde qu'est-ce que je raconte, je suis sur les déterminants politiques et réglementaires. Je dis donc qu'est-ce que je dois suivre précisément? Je dois suivre si les données relatives aux nouveaux événements politiques. Parce que depuis que le programme est là, est-ce qu'il y a eu des nouveaux événements politiques? C'est une information importante à collecter. Parce que rarement, ça va laisser la situation du programme neutre. Il faudrait collecter les données relatives aux changements législatifs importants. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, il y a eu des changements. Il est important de regarder. Il faut regarder des données concernant les changements des conditions de sécurité pour le programme. Ça, et enfin, entre autres aussi, donc, il faut suivre l'évolution de la situation des droits de l'homme et des atteintes aux droits de la personne. Nous avons déjà évoqué ça. C'est des aspects politiques. Quand je mets le programme, entre-temps, dans mon territoire, il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver, qui peuvent dépendre du programme, même ou ne pas dépendre du programme, peu importe. Ce qui est important, c'est de collecter ces informations, de les analyser et voir leur impact par rapport au programme. Si l'impact, il y en a et qui c'est négatif. Quand c'est positif, on capitalise. Quand c'est négatif, on réfléchit pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Les déterminants sanitaires, ça aussi, nous avons déjà. Alors, lorsque je fais le suivi, donc les déterminants des politiques de santé et des systèmes de soins, c'est ça que j'ai appelé déterminants sanitaires, il y a des données que je dois, il y a des éléments, il y a des choses que je dois suivre, n'est-ce pas, à travers une bonne collecte de données systématique. Ça va être quoi, par exemple? Ça va être des changements ou évolutions en ce qui concerne les politiques de santé. Il y a du nouveau depuis que nous sommes là. Des changements concernant l'accessibilité des services de santé, les nouvelles structures. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles structures? Est-ce qu'il y a un nouvel hôpital qui a été construit? Des nouveaux partenaires? Est-ce qu'il y a eu une ONG ou un autre bailleur qui s'est installé? Des changements en termes de ressources humaines, ainsi de suite. Est-ce que, par exemple, le taux
ou alors le ratio médecin, nombre d'habitants, est-ce que ça s'est amélioré depuis que nous on est là? Est-ce que le secteur des soins traditionnels, par exemple, est-ce que ça a connu des évolutions par rapport aux connaissances qu'on avait? Tout ça, tous ces éléments, et bien d'autres sont des choses que nous devons collecter, c'est des informations que nous devons collecter pour pouvoir suivre. Peu importe si ces changements sont du fait de notre programme ou tout simplement d'une autre chose. Alors, excusez-moi. Les déterminants anthropologiques, ici, en ce qui concerne les déterminants anthropologiques, il faut regarder, il faut prendre connaissance pas, des évolutions relatives à la culture locale. Est-ce qu'il y a eu des évolutions, ainsi de suite, et s'il y en a eu, est-ce que cela a impacté sur notre programme? D'autres éléments, c'est les déterminants historiques, sociologiques. Alors, il est question ici de regarder les événements marquants localement, les changements de structure de scolarisation, des choses comme ça, organisation communautaire, est-ce qu'il y a eu des changements, est-ce qu'il y a eu de nouvelles associations locales qui ont été créées, des changements au niveau des groupes religieux, etc. Ça, c'est important de suivre, peu importe. Est-ce que deux choses toujours, est-ce que ça dépend de notre programme ou pas? Dans tous les cas, il faut tout collecter. Maintenant, ce que nous devons voir, les changements qu'il y a eu au niveau de cette rubrique-là, de ces déterminants-là, est-ce que ça nous impacte? Et comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours pareil. C'est des questions qui sont importantes pour l'expert. Alors, les déterminants démographiques, hein, c'était déjà là. Voilà. Pour dire qu'ici, il faut collecter des données, il faut suivre donc le mouvement des populations, migration saisonnière, déplacés, réfugiés, etc. Les changements des caractéristiques de la population locale, s'il y en a, les changements en mortalité générale et celle des groupes bénéficiant des programmes, nouvelles causes de mortalité, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est-ce que les changements, est-ce qu'il y a eu changement ou pas? S'il y a eu changement, est-ce que c'est du fait de programme ou non? Si c'est quelle que soit l'origine du changement, est-ce que ça impacte notre programme et comment? C'est toujours les mêmes questions. Les déterminants économiques, ça aussi, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de l'emploi? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de l'économie locale? Ainsi de suite. Tout ça, c'est un travail qu'on doit faire si on est appelé à mettre en place un cadre de suivi du contexte par rapport à un programme de santé. Lorsqu'on ne peut pas, on fait appel aux compétences du domaine. En ce qui concerne les déterminants liés à l'environnement physique, nous regarderons les changements survenus quant aux moyens de transport, aux infrastructures, les changements au niveau de l'habitat, etc., etc. Tout ça, c'est important. Et la préoccupation, nous la connaissons. Donc, pour terminer, nous allons dire que dans le cadre du suivi du contexte, on s'intéresse aux changements survenus par rapport à la connaissance initiale de la situation. Et ce, indépendamment du programme que nous conduisons. Aussi, on va s'intéresser aux changements environnementaux qui sont issus des interventions mises en place. On documentera par ailleurs les zones d'ombre du diagnostic initial, parce qu'on a forcément des connaissances plus fines. Les informations à recueillir pourront se traduire par des indicateurs objectivés, perceptuels, et par des éléments de description.
terminer, disons que il ne s'agit pas, dans le suivi du contexte, de répéter ce qu'on l'on sait déjà, mais bien de préciser l'évolution ou notre meilleure compréhension des différents aspects du contexte. Ça, c'est important que je le précise. N'oubliez pas d'analyser le contexte en relevant ce qui se traduira comme des contraintes pour le programme et ce qui peut au contraire se traduire comme des opportunités. Ça aussi, je l'ai dit et répété. Une fois les informations pertinentes retenues, identifier les questions, il faut en tout cas identifier des indicateurs qu'on pourra utiliser et préciser les sources d'informations à consulter ou, le cas échéant, comment on pense obtenir ces informations. Le narratif à côté des chiffres doit garder sa juste place. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce deuxième élément. Maintenant, parlons, comme promis, de l'évaluation du contexte. Alors, maintenant, après avoir parlé donc de l'évaluation, pardon, de la planification du contexte, du suivi du contexte au moment de la mise en œuvre du programme, il est question maintenant d'évaluer le contexte. Alors, la question d'évaluation, on y reviendra dans une autre capsule vidéo pour dire qu'il peut y avoir une évaluation ou des évaluations, les évaluations à mi-parcours, l'évaluation finale, ainsi de suite. Donc, quel que soit le type d'évaluation que nous avons, cette évaluation du contexte va prendre en compte les mêmes éléments que nous avons, les mêmes éléments, n'est-ce pas, qui tournent autour donc, du contexte. On avait défini le contexte comme un ensemble de déterminants et il faut évaluer les changements, n'est-ce pas, comment le programme, à la fin du programme, quelle est la situation, n'est-ce pas, des déterminants politiques et réglementaires. Alors, ici, ça va être, on va faire une analyse de cette évaluation. Donc, on revient à une analyse. On va voir si est-ce qu'il y a eu des nouveaux événements politiques. Donc, on mettait en place le programme. Est-ce qu'il y a eu des changements législatifs importants? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des conditions de sécurité en ce qui concerne le programme d'intérêt? Ainsi de suite. Voilà un certain nombre de choses. Un peu exactement comme en ce qui concernait le suivi. Même situation, on va collecter des données, n'est-ce pas, autour des déterminants des politiques de santé et des systèmes de soins. Alors là aussi, on va regarder s'il y a eu des changements ou des évolutions en termes de politique de santé. On va avoir des changements concernant l'accessibilité, n'est-ce pas, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a encore? Les déterminants anthropologiques, c'est exactement la même situation. On va analyser donc les connaissances en ce qui concerne la culture locale. Et pour les déterminants historiques et sociologiques, on s'intéressera aux événements marquants localement, changements en ce qui concerne des structures de scolarisation, des nouvelles associations ont-elles été créées, etc. Concernant les déterminants démographiques, et il va être encore une fois de plus question de regarder les mouvements de population, les changements des caractéristiques de la population, les changements en termes de mortalité générale, ainsi de suite. Pour ce qui est des déterminants économiques, voilà,
Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de l'emploi, ainsi de suite. Donc, c'est exactement la même chose en ce qui concerne le suivi. C'est les mêmes éléments qu'on doit regarder, les déterminants relatifs à l'environnement physique, géographique donc, ou écologique. Là, on va regarder des changements survenus, n'est-ce pas, aux moyens de transport, des infrastructures, l'habitat, etc. Voilà ce que je voulais vous dire concernant tous ces éléments. Merci de votre confiance. Si cette vidéo vous a plu, il faut l'aimer, il faut la partager. Il faut surtout laisser un commentaire sous forme d'une question ou d'une préoccupation. Nous nous ferons toujours le plaisir de vous les répondre dans le cadre de nos rencontres en présentiel ou en visioconférence. Et pour ne rien rater dans la suite, je vous exhorte à vous abonner à notre chaîne. Beaucoup d'autres informations, vous pouvez les retrouver concernant la vie des projets, le management des projets, la planification des projets, les programmes, en consultant notre site internet www.lbrcom.org. Merci.